À pied d'œuvre, le podcast qui réconcilie les arts et les sciences. Entre clins d'œil, jeux de miroir et de cache-cache, arts et sciences n'ont de cesse de se chercher et de se perdre pour mieux se retrouver. Tous les mois, je vous invite à partir à la découverte des accomplissements de ce drôle de couple qui, lorsqu'il se comprend, transcende la réalité. Un podcast de Moonji, réseau de sociétés de conseil pour les métiers de l'ingénierie et du digital. Bonne écoute! Le 7 juin 1926, un homme marche tranquillement vers l'église Saint-Philippe-Néri, une jolie petite église située dans le quartier gothique de Barcelone. En homme pieux, il s'y rend tous les jours en fin d'après-midi pour prier et rencontrer son confesseur. Mais sur la route, accaparé par ses pensées, il ne vit pas le tramway qui passait devant lui, au croisement entre les rues Girona et Baïlène. Un wagon le happe et le traîne sur le sol, le laissant sans connaissance. Du fait de ses vêtements usés et de son apparence générale négligée, les passants le prennent pour un mendiant et aucun ne s'arrête pour lui porter secours. Personne ne reconnaît l'homme et pas un chauffeur de taxi n'accepte de le transporter à l'hôpital. Des âmes charitables finissent par s'occuper du blessé. Ce n'est que le lendemain de l'accident qu'un chapelain l'identifie à l'hôpital, mais il était déjà trop tard. Antoni Gaudí mourut le 10 juin 1926, à l'âge de 73 ans et à l'apogée de sa carrière. Il est enterré 2 jours plus tard dans la crypte de la célébrissime Sagrada Familia, en présence de milliers de personnes qui l'accompagnèrent depuis l'hôpital jusqu'à son ultime demeure. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de cet architecte de génie qui laissa son empreinte inimitable sur la ville de Barcelone, un artiste qui consacra sa vie à ses 4 amours, la nature, la religion, l'architecture et la Catalogne. Pour nous accompagner, j'ai eu l'honneur de recevoir Isabelle Morin-Loutrel, commissaire d'exposition au musée d'Orsay. Passionnée par l'architecture et le patrimoine, elle a dédié sa carrière au recensement, à la préservation et à la mise en valeur de monuments historiques et de collections muséales. Depuis 2021, elle est conservatrice des monuments historiques au sein de la DRAC Île-de-France. Auparavant, elle a été pendant 7 ans conservatrice des collections d'architecture du musée d'Orsay. Cette année, elle continue de collaborer avec cette institution qu'elle connaît bien en tant que commissaire de l'exposition consacrée à Gaudí en compagnie d'Élise Dubreuil, conservatrice chargée des collections d'art décoratif. Parce que l'architecture est l'un des arts les plus profondément liés à la science, en rendre compte au cours d'une exposition n'est pas chose évidente. Montrer l'architecture dans le cadre d'une exposition, ce n'est pas facile parce que un architecte a toujours un aspect technique qu'il faut un petit peu expliquer et chez Gaudí qui est extrêmement développé. Gaudí était un architecte qui s'intéressait énormément au calcul de la statique, à l'équilibre, aussi comment construire des voûtes qui évitent d'avoir des constructions avec des contrebutements ou des contreforts. Et en même temps, l'architecte reste un artiste qui crée, des formes, qui crée l'espace, bien sûr, qui crée aussi de la décoration. Donc, chez Gaudí, on peut trouver un petit peu ce va-et-vient permanent entre une très grande technicité et en même temps un très fort goût pour l'harmonie, l'élégance, le décor. Les critères esthétiques de Gaudí puiseront directement dans la nature, une nature dont il tombe amoureux dès son plus jeune âge. Antoni Gaudí est né le 25 juin 1852 à Reus, une ville catalane située dans la province de Tarragone. Rien dans ses premières années ne le destinait à un avenir particulièrement remarquable. Il souffrait de problèmes de rhumatismes articulaires qui l'empêchaient de mener une vie d'enfant comme les autres. Il se déplaçait avec peine, devait suivre un régime végétarien strict et ne pouvait faire de l'exercice que modérément. Voué à observer le monde patiemment plutôt qu'à le parcourir, Antoni Gaudí était un jeune calme et réservé. Le regard aiguisé qu'il portait sur son environnement quotidien et ses détails sera une spécificité qu'il conservera toute sa vie. À l'âge de 17 ans, il se rend à Barcelone pour y poursuivre des études d'architecte. Bien plus animé par sa vision personnelle du monde, il démontre un intérêt limité pour les matières classiques, faisant de lui un étudiant assez médiocre. Très vite, il dévie du discours porté par ses professeurs et se fait remarquer pour sa fantaisie et son originalité. Par exemple, pour apporter plus d'atmosphère à son étude du portail d'un cimetière, il mit bien plus de minutie à dessiner un corbillard que le bâtiment lui-même.
Il parvient tant bien que mal à obtenir son diplôme en 1878 et le directeur de l'école déclare le jour de la cérémonie « Nous avons accordé le diplôme à un fou ou à un génie. Le temps nous le dira. » À partir de là, Gaudi n'eut de cesse de développer son style et d'inviter les mathématiques, la physique et la biologie à dialoguer avec l'architecture, la sculpture ou la peinture, et ce de façon à la fois poétique et pragmatique. Marqué par une grande indépendance d'esprit, il était malgré tout un homme très cultivé. On sait que Gaudi avait une culture livresque et visuelle extrêmement forte, en partie parce qu'il avait à sa disposition une bibliothèque à l'école d'architecture. Lui-même a très peu voyagé, voire pas du tout. Et malgré tout, on devine bien qu'il a lu des ouvrages scientifiques et peut-être aussi des romans type les romans de Jules Verne, par exemple. Mais il a vu effectivement les recherches du moment à la fin du XIXe siècle qui étaient consacrées à tout ce qui se passait dans le monde sous-marin, par exemple. En s'inspirant de la nature, tant de sa robustesse que de sa fragilité, il a créé un style unique, d'une grande perfection technique, tout en restant très attentif à la valeur esthétique de ses œuvres. En parlant d'esthétique, arrêtons-nous quelques instants sur l'apparence même de l'architecte qui, comme beaucoup de génies, qu'ils soient scientifiques, artistiques ou les deux, affichait un style personnel plutôt particulier. Au début de sa vie d'adulte, et peut-être pour compenser des premières années marquées par une certaine pauvreté, il s'affichait en société habillé à la dernière mode. Grand, blond, avec des yeux d'un bleu profond, son physique ne passait pas inaperçu dans les rues d'Espagne. Il se rendait chez les meilleurs chapeliers, les meilleurs barbiers et affectionnait les restaurants raffinés, le théâtre et l'opéra. Seules ses chaussures étaient déjà usées, car il les préférait ainsi. Déjà, à l'époque, il pensait toujours à l'aspect pratique des choses. Pour pouvoir se déplacer avec aise, il demandait à son frère de porter ses chaussures avant lui pour les assouplir. Mais, vers la fin de son existence, il en est tout autrement, et l'architecte abandonne son style de dandy. Marqué par une vie personnelle plutôt difficile, faite de deuil et de maladie, Gaudi se renferme sur lui-même et se réfugie dans le travail. Au fur et à mesure que sa vie avance, il devient de plus en plus ascète. Il s'intéresse plus du tout aux vêtements, il mange très peu, il ne fait que travailler en fait. Et il se consacre à partir de 1910 à la Sagrada Familia. Donc c'est vrai que ça donne un personnage à la fin de sa vie assez particulier qui le conduit aujourd'hui d'ailleurs à être considéré par l'Église comme un saint. Et donc il y a un procès en béatification en ce moment en cours parce que voilà, c'est quelqu'un qui s'est tellement consacré à son Église, qui a tellement peu dépensé son argent et qui a beaucoup donné aussi. Il était très proche des familles défavorisées. Qu'on a un personnage assez ambigu, assez paradoxal. On ne sait rien de sa vie privée, on ne peut rien dire. Donc, on connaît mieux l'architecte vraiment que l'homme. Durant ses premières années en tant qu'architecte, il se rapproche donc un temps de la bourgeoisie, qui de son côté adorait s'entourer d'artistes et de poètes. Gaudi gagne rapidement en notoriété et expose à Paris lors de l'exposition universelle de 1878. Là-bas, il fait la rencontre d'Eusebi Güell, un riche industriel catalan qui deviendra l'un de ses mécènes et amis les plus proches. En 1883, on lui confie sa commande la plus considérable alors qu'il n'a même pas encore été remarqué par l'opinion publique. Suite à des désaccords avec l'architecte initial, l'association à l'origine du projet de la Sagrada Familia lui propose de poursuivre l'ouvrage. Cette basilique, aussi appelée Temple expiatoire de la Sainte Famille, est un monument emblématique qui incarne toute l'audace artistique et la piété de l'architecte. Il imagina un chef-d'œuvre colossal, de tendance naturaliste moderniste, qui reflète la nature, la vie et la mort. C'est l'œuvre aussi dans laquelle il met en place tout ce qu'il a pu expérimenter précédemment, notamment dans la crypte de la Colonia Güell. La Sagrada Familia occupe toute sa vie, c'est-à-dire qu'il la continue à partir de 1883 et il la travaille jusqu'à la fin de sa vie, où il expérimente, je dirais, deux choses principales. La première, toute sa réflexion sur la voûte, et la voûte parabolique en particulier, qui travaille vraiment très tôt, à partir de ses premières casas et durant la Colonia Güell jusqu'à la Sagrada. Il travaille également la pile ou la colonne, c'est-à-dire comment supporter les charges des voûtes avec des colonnes notamment inclinées. C'est quand même sa grande spécialité, l'inclinaison des colonnes, mais aussi des ramifications que l'on voit très bien dans la Sagrada aujourd'hui à partir de ce qui constituait le chapiteau de la colonne, qui aujourd'hui constitue plutôt un nœud. On a la colonne, un nœud et puis ensuite des ramifications. Et puis on peut ajouter à cela une recherche autour de la hauteur en fait
sans arc-boutant, sans contrefort. Les lignes pures et droites n'existant pas selon lui dans la nature, il conçut l'intérieur comme une forêt. Des colonnes inclinées se succèdent et leurs extrémités se divisent en branches, soutenant à elles seules le temple tout entier, telles des racines qui soutiendraient un arbre. Nul besoin ici de contreforts, comme on pouvait les retrouver dans le style gothique. La nef se retrouve éclairée par un jeu de lumière teintée qui, au fil de la journée, se réchauffe jusqu'au soleil couchant et nous laisse imaginer un bosquet ou une clairière. Encore en travaux aujourd'hui, la Sagrada Familia devait théoriquement être achevée en 2026, date du centenaire de la mort de son auteur. Elle devrait finalement l'être en 2030. Après le passage au XXe siècle, l'architecte est en pleine maturité créative. Il mène à bien des chantiers d'envergure comme la Pedrera Casa Mila ou la Casa Batlló et n'a de cesse de faire évoluer son style au gré de ses inspirations. Dans le même esprit que ses contemporains, il accorde une grande attention aux moindres détails. En cette période de la fin du 19e, début 20e, l'architecte aime tout dessiner, c'est-à-dire les murs, les boiseries qui vont sur les murs, les poignées de porte, les fenêtres, les baies, la manière d'ouvrir les fenêtres, etc. Et Gaudi est allé jusqu'au bout, comme plusieurs artistes de cette époque-là, c'est-à-dire qu'il a aussi réfléchi au passage intérieur-extérieur, au passage de l'air, la ventilation, en créant en fait des formes qui puissent rendre l'endroit fonctionnel et en même temps agréable à vivre et beau. Il aboutit au modernismo, la variante catalane de l'Art nouveau. Ce style emploie un langage anticlassique, hérité du romantisme. On n'hésite pas à verser dans un certain lyrisme. C'est un art optimiste et emphatique qui reflète bien la prospérité de l'époque, surtout pour la classe bourgeoise. Ce mouvement lie volontiers l'architecture aux arts appliqués et aux professions artistiques. Cela fait de lui un style particulièrement ornemental, avec l'utilisation de nouveaux matériaux. À ce titre, Antoni Gaudí maîtrisait lui-même un certain nombre d'ouvrages artisanaux, comme la verrerie, la ferronnerie ou la céramique. En Espagne et en Catalogne en particulier, le modernisme catalan, c'est un terme qui signifie la liberté, en fait, compris des architectes, comme par exemple Puig i Cadafalch ou bien Domènech i Montaner, parmi les plus connus, qui sont des architectes qui ont vraiment construit des immeubles avec une très grande importance accordée au décor, à la couleur, aux formes ondulantes, à la recherche de la ligne, au mélange des matériaux comme le verre, par exemple, le métal, ou bien la brique et la pierre. L'attrait de Gaudí pour l'organique se retrouve jusque dans sa méthode de travail. À l'image d'une plante qui pousse dans la nature, ces projets connaissent des modifications permanentes, et ce, même lorsqu'ils ont déjà germé. Ainsi, au lieu de commencer les travaux avec des plans parfaitement achevés, Gaudí se laisse porter par l'inspiration du moment et les repense sans cesse. En 1886, par exemple, il est chargé par son ami Güell de construire sa résidence. Au fil du temps, celle-ci devint un véritable palais. Alors qu'une petite salle de musique devait se trouver sur le côté de l'édifice, elle finit par en devenir le centre, tellement le bâtiment avait été étendu. Gaudí avait une méthode de travail un peu étrange, c'est-à-dire qu'on a l'impression, lorsqu'on voit les résultats, mais aussi lorsqu'on lit certains témoignages de collaborateurs ou même sa correspondance, qu'il avait toujours du work in progress, on dirait aujourd'hui, il avait toujours une façon, il était toujours en train de réfléchir à quelque chose, des idées qui lui arrivaient dans la tête. Il dessinait assez peu et par contre, il avait besoin de traduire après ses idées dans de la 3 dimensions, donc la maquette, c'était quand même la première disposition qu'il prenait, mais aussi la photographie. Il utilisait beaucoup la photo. Et donc, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup en même temps qu'il créait et en même temps qu'il fabriquait, ce qui fait qu'on comprend que certains de ses collaborateurs, certains de ses artisans, finalement, attendaient au moment présent, quasiment, certains de ses ordres, de ses idées, et que tout se faisait comme ça un petit peu au fur et à mesure. De son vivant déjà, Antoni Gaudí fut l'objet tant d'admiration que de critiques. Après sa mort, il tomba dans l'oubli, critiqué pour le côté baroque et excessivement onirique de ses œuvres. Aujourd'hui, son héritage est revendiqué par de nombreux artistes et son génie émerveille toujours autant les spécialistes et le grand public. Sous le nom d'œuvres de Gaudí, 7 de ses ouvrages sont inscrits par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Mais alors, en 2022, qu'a-t-on encore à apprendre du génie Gaudí ? En 2022, on a sans doute beaucoup de choses à apprendre sur Gaudí dans la mesure où finalement Gaudí est connu principalement par la Sagrada Familia.
un petit peu par le parc Güell. Et nous nous sommes aperçus en préparant l'exposition que les autres œuvres étaient vraiment très méconnues. Et que finalement, en 2022, en tout cas en France, il est clair que c'est une première et que c'est le moyen en fait de comprendre cet artiste que l'on n'arrive pas à classer. Ne manquez donc pas l'opportunité de découvrir ou de redécouvrir ce génie de l'architecture. Vous avez jusqu'au 17 juillet pour visiter l'exposition que lui consacre le musée d'Orsay à Paris. Ainsi s'achève cette plongée dans la vie et le travail de celui que l'on nommait le plus catalan des Catalans. Un grand merci à Isabelle Morin-Loutrel d'avoir répondu à mes questions. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Celui prévu le mois prochain vous invitera à découvrir les liens entre l'art et les robots, ces machines si chères à la science-fiction. C'était À pied d'œuvre, un podcast produit par Moonji, réseau de sociétés de conseil pour les métiers de l'ingénierie et du digital. Il est écrit et réalisé par Aparté Studio et le studio Le Son de l'Encre. À bientôt!